Bonjour. J'espère qu'aujourd'hui tu vas bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'horreur. Non, non, pas d'horreur, mais étrange. Non, pas étrange, mais flippante. Non, pas flippante, mais... Ta gueule. Je vais aujourd'hui vous raconter une histoire, l'histoire de la maison qui saigne. Et là je t'entends déjà dire dans les commentaires, c'est pas possible, c'est un gros fake. Et non, non c'est pas un fake, cette histoire est vraie à 100%. Tout est vérifiable sur internet, je vais mettre des liens dans la description si j'y pense. Si j'y pense pas, bah tu taperas sur Google, c'est pas compliqué à faire. Sans plus attendre, on passe à l'histoire maintenant. Bienvenue en France, dans le Nord plus précisément. Nous sommes en 1986. Non, là on est en 2019, mais l'histoire se passe en 86, c'est ça que je veux dire. Jean-Marc Belmer, je crois que ça se dit Belmer, je te l'écris ici. Jean-Marc Belmer et sa femme Lucie vivent dans une maison en location, donc dans le nord de la France, à Saint-Quentin plus exactement. Ils sont locataires d'une petite maison depuis août 85 et ils vivent une vie tout à fait banale. Donc Jean-Marc, il est chauffeur routier, donc il n'est pas souvent chez lui. Lucie ne travaille pas, donc elle est souvent toute seule dans sa maison avec son chien. Il est important, le chien, tu comprendras par la suite pourquoi je te dis qu'il y a un chien, j'aurais très bien pu te dire qu'elle était toute seule. La véritable histoire commence maintenant. Donc un matin, Lucie se leva, comme tous les matins, en général. Quand tu te réveilles, tu te lèves, c'est logique. Et en passant dans sa cuisine, elle constate que sur la table de la cuisine, il y a une tache rouge. Donc sur le moment, elle fait pas trop attention. Elle voit cette tache rouge, elle se dit tiens, une tache, je la nettoierai après. Elle va dans sa chambre pour refaire son lit. Et là, au moment où elle arrive dans sa chambre, elle constate qu'il y a exactement la même tache rouge sur son oreiller et sur le mur de sa chambre. Elle panique pas plus que ça. Avec son mari, récemment, ils ont fait des rénovations dans la maison. Ils ont repeint des trucs, donc elle se dit que c'est peut-être une peinture qui était pas rouge, mais en séchant, qui a rendu cet effet rouge. Et du coup, voilà, il y a peut-être eu de la peinture quelque part, c'est peut-être frotté, enfin bref. Elle se pose pas vraiment de questions. Pour elle, il n'y a rien d'alarmant, il n'y a rien qui fait peur là-dedans. C'est de la peinture. Elle va lessiver son oreiller, elle va nettoyer le mur et la table aussi de la cuisine où il y avait cette même tache. C'est normal, tu vas pas laisser des taches de peinture comme ça dans ta maison, à moins que tu sois fan d'art déco. Et dans ce cas-là, en laissant des taches rouges comme ça, t'as sûrement de très mauvais goût. Tout est propre. Tout va bien. Les jours passent, et les nuits aussi. Et au cours des nuits suivantes, après avoir constaté ses premières taches rouges de peinture, plusieurs fois se réveillait en pleine nuit, en sursaut, parce qu'elle entendait des bruits dans la maison. Elle entendait des meubles qui bougeaient, elle entendait de la vaisselle qui se cassait, elle entendait des portes qui claquaient, et elle entendait surtout des chuchotements. Là, ça commence à devenir intéressant. Et bizarre, mais c'est ce qu'on aime. Surtout, ce qui la rassure pas du tout après ça, c'est que le matin, elle se lève et les taches rouges réapparaissent. Elle a beau laver, les taches reviennent. Peut-être un mauvais détachant. Du coup, à partir de ce moment-là, elle commence quand même à paniquer un petit peu. Elle se dit, il y a un truc bizarre, j'entends des bruits la nuit, j'ai des taches rouges. Elle sait pas ce que c'est encore, mais il y a des taches rouges et quand elle les nettoie, elles réapparaissent. Elle est un peu en panique. Donc elle a beau laver, elle a beau lessiver tout ce qu'elle veut. Elle nettoie les taches et le lendemain, les taches réapparaissent encore et encore. Donc au bout d'un moment, elle est complètement affolée, elle se demande ce que c'est. Elle en parle et elle fait constater à son mari, à Jean-Marc, elle montre tout ça. Et lui, il est pas du tout dans une panique, il a pas envie d'avoir peur. Il se dit qu'il y a une explication à ça. Il reste rationnel et bon, il veut quand même savoir d'où ça vient et pour rassurer sa femme. Et aussi parce que c'est chiant d'avoir des taches rouges partout tout le temps quoi. Donc du coup, il fait appel à la police pour qu'ils viennent constater et qu'ils essaient justement d'enquêter pour savoir d'où viennent ces taches rouges. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui leur fait une blague? Est-ce que c'est pas... il sait pas, mais il veut une réponse, donc il appelle la police. Forcément, Sherlock Holmes n'est plus disponible en ce moment. Donc la police intervient, et ils viennent, sans juger la famille Belmer, ils viennent juste prendre leur témoignage en fait. Ils notent toute l'histoire, donc la façon dont ça se produit, pourquoi, comment, voilà, une enquête quoi. Le brigadier chef Guy Piette et le brigadier Pierre Separo, toujours du mal avec les noms, j'ai toujours peur de dire des conneries. Ils décident de prendre l'enquête en main parce que ça les intéresse, ils ont envie de savoir ce qui se passe. Ils vont alors constater que les taches rouges sont bien présentes dans la maison, ils vont les voir, ils regardent, voilà. Lucie leur montre, ici il y a des taches, on sait pas ce que c'est. Elle a expliqué que ça, elle avait beau nettoyer, que ça revenait tout le temps. Ils disent que ça ressemble vaguement à du sang. Ils vont alors soumettre une hypothèse, ils vont dire que c'est peut-être le chien. Le chien qui est présent dans cette maison, il s'est peut-être blessé à la queue, ce serait le plus crédible en tout cas, et il a peut-être jeté, avec les mouvements de queue, jeté du sang sur les murs, dans le lit, ce qu'ils pensent être du sang,
viendrait probablement du chien. Ce qui tient la route, on est entièrement d'accord, le chien peut s'être blessé à la queue et projeter du sang partout dans la maison. Tu nettoies, le chien le lendemain il fait sa vie, il repasse, il remet du sang. Mais, là où il y a un mais, ils vont donc analyser le chien de fond en comble. On peut pas dire de fond en comble pour un animal. Ça passe pas comme expression. Et rien, absolument rien, le chien est en très bonne santé. Il a aucune blessure physique, il saigne pas ni de la queue, ni des pattes, ni de la tête. Il a pas de sang sur lui, il a pas de blessure. Donc l'hypothèse du chien est écartée directement parce qu'il va très bien. Il a rien le chien. Donc du coup l'affaire commence à intriguer les deux policiers qui se demandent d'où peut provenir ce sang, ce qui suppose être du sang en tout cas. Ils veulent une réponse, ils veulent enquêter. Donc ils demandent à la famille Balmer de quitter la maison une nuit et ils vont mettre en place un système pour essayer de voir s'il y a un passage de quelqu'un, s'il y a des traces de quelqu'un qui vient mettre ce sang, ce soi-disant sang. Ou... Voilà, ils veulent en tout cas clarifier les choses. Donc pendant cette nuit où les Balmer sont plus dans la maison, ils vont nettoyer les taches de sang et ils vont en sortant de la maison disperser au sol de la farine partout, dans toute la maison, pour pouvoir ensuite voir s'il y a eu le passage de quelqu'un ou de quelque chose, d'un animal ou des traces de pas. Ça va forcément rester une empreinte dans la farine. Donc voilà, ils ont tout nettoyé, ils ont mis de la farine partout, ils s'en vont chez eux et ils reviendront demain. La nuit passe, la maison vide. Les policiers reviennent le lendemain matin pour constater s'il y a d'éventuelles traces de personnes ou d'animal dans la maison. Ils ouvrent la porte et le sang est de retour. Les taches de sang sont là, les murs saignent et il n'y a aucune trace de pas, de pâte, de ce que tu veux dans la farine. La farine, personne s'en est servi pour faire un gâteau. Tout est resté intact. Donc, il n'y a personne de physique qui s'est introduit dans la maison et qui a laissé une trace quelconque. C'est pas quelqu'un. Ils savent toujours pas ce que c'est. Pour l'instant, ils bloquent. Le sang est revenu. Ils ont constaté que le phénomène s'est reproduit sans qu'il y ait d'explication plausible, réaliste à tout ça. Ils sont bloqués parce que du coup, ils s'attendaient vraiment à trouver des traces, à pouvoir remonter à la source de l'animal ou de la personne qui faisait ça. Et là, ils sont bloqués, ils se retrouvent face à un mur. Donc, ils sont incapables de donner une explication à ce phénomène. Ils vont alors passer à une analyse. Donc, ils vont prélever du sang sur le mur pour voir ce que c'est réellement. Quelle est cette matière? Est-ce que c'est de la peinture? Est-ce que c'est de la sauce barbecue? Ou est-ce que c'est du sang? Il n'y a que en laboratoire, sur des analyses, qu'on va pouvoir enfin savoir ce qui se passe ici. Enfin, du moins, ce qui sort des murs déjà. Après une vérification en laboratoire avec des échantillons, il s'avère que ce qui sort du mur, c'est bel et bien du sang. Et c'est du sang humain. C'est prouvé scientifiquement. À partir de là, on va pas se mentir, beaucoup d'entre nous auraient déménagé. Parce qu'une maison qui saigne du sang humain, ça reste quand même bizarre, c'est quand même étrange. Ils arrivent également à constater que le sang qu'ils ont prélevé n'est pas frais, c'est un sang qui date déjà. C'est pas, il vient pas d'ethnie le jour même. Ils sont toujours bloqués dans cette enquête, ils savent pas encore d'où provient le sang. À partir de là, avec des preuves concrètes de la police qui prouvent qu'il y a du sang qui sort des murs de la maison, vous vous doutez bien que l'histoire prend une ampleur phénoménale. Il y a France 3 qui vient faire un reportage dans cette maison. Les témoignages et les rumeurs s'amplifient. Les gens disent voir des choses. Les voisins disent entendre des bruits alors que tout ça est en partie faux parce que c'est juste l'effet boule de terre. Ouais, j'ai pas de neige chez moi donc j'adapte mes expressions à mon climat. C'est un peu l'effet, vous savez, comme au lycée, quand t'as dans ta classe Hélène qui a un poil de chien sur son pantalon et que tu le dis à ton camarade de classe. L'expression camarade, je sais pas quoi en penser, du coup. Ouais, Hélène, elle a un poil de chien sur son pantalon. Et qu'une semaine plus tard, la même expression te revient aux oreilles et en fait, c'est Hélène a du poil aux pattes aussi long que ses cheveux, quoi. Tu pars d'un truc et c'est amplifié. Et là, c'est ce qui s'est passé avec cette histoire. C'est que tout le monde autour avait envie de donner son témoignage et ils en savaient rien du tout. L'ampleur que ça avait pris pour que la télé vienne carrément... ouais, c'est pas juste des on-dit, là, il y avait des preuves scientifiques. Il y a des policiers qui sont intervenus, qui ont constaté de leurs propres yeux. Donc c'était quelque chose de vraiment flippant et également prouvé, sans avoir de réponse. Et c'est surtout ça le pire, il n'y avait aucune réponse. On savait pas ce que c'était. Dans toute cette histoire, le seul et l'unique témoignage crédible, la seule personne qui pouvait être entendue et crue, c'était Lucie. C'est la seule qui a tout vu, qui a tout vécu. Et elle apporte un petit plus, un petit détail à la presse, qui fait son petit effet, encore une fois, qui rajoute un petit peu de... Elle explique que le comportement de sa porte de cave est très étrange. Elle n'avait pas fait le rapprochement au début, et petit à petit, au fur et à mesure des phénomènes qui sont produits dans sa maison, elle constate que la porte de sa cave a un comportement bizarre. En gros, à chaque fois qu'elle passe devant, la porte de la cave est ouverte, donc elle la referme, tout le temps. La porte se rouvre, elle la referme. Et dès qu'elle descend dans la cave, entre parenthèses,
Lucie, elle a quand même une sacrée paire de... Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui seraient descendus dans la cave. Elle descend dans la cave et quand elle descend dans cette cave, la porte se referme derrière elle. Comme si on voulait l'enfermer dans la cave. Alors que quand elle est dehors, la porte fait que de s'ouvrir. Donc c'est pas logique. Si c'était dû au fait que la porte était pas droite, on a tous eu ça chez nous, une porte qui est pas très bien calée et qui se ferme ou qui s'ouvre toute seule avec son poids. On est d'accord que si elle faisait que de s'ouvrir, elle peut pas se refermer derrière. Donc elle se referme quand elle va dans la cave. C'est un petit point en plus qui va la faire réfléchir, qui va faire réfléchir l'enquête et l'histoire en général, en se disant que la cave est devenue un point intéressant pour cette histoire. La police arrive au bout, ils savent plus quoi faire, ils ont aucune explication rationnelle sur ce qui se passe dans la maison. Ils décident alors d'accepter la présence d'un médium qui va peut-être éclaircir l'enquête, peut-être, ou pas. Le médium arrive sur place et la première chose qu'il dit à Lucie, c'est que le problème vient de la cave, il sent que ça vient de la cave. Donc il descend à la cave, le médium cible un point précis et il dit c'est ici. Ici se passe quelque chose. Ici, je sens une présence. Donc les Balmer, avec la présence des policiers, vont creuser un trou à l'endroit précis où le médium a indiqué avoir senti une présence. Et il s'avère qu'à part de la terre, ils vont rien trouver de spécial, il y aura rien, il y a que de la terre. Donc en gros, le médium, il n'a pas servi à grand chose dans l'enquête. L'histoire n'a pas avancé plus que ça grâce à lui. Ils savent juste que c'est situé dans la cave. On aurait pu s'en douter sans lui quand on voyait la porte de la cave qui s'ouvrait et qui se refermait derrière son passage. On se doutait déjà qu'il y avait un truc en rapport avec la cave, mais bon, sinon, ça n'a pas résolu le problème du sang, d'où il provient, pourquoi. Voilà, ça a bloqué ici aussi. Dernière chance, peut-être, faire venir un prêtre. Donc ils veulent faire venir un prêtre pour faire une bénédiction de la maison, au cas où ce serait un exorcisme. Mais alors là, normalement un exorcisme, c'est approprié aux humains en fait. C'est une possession démoniaque dans un humain et pas dans une maison. Donc là c'est un cas particulier. Il faut savoir que les prêtres, ou en tout cas les exorcistes qui pratiquent ce rituel, ils sont très peu et ils se déplacent très rarement. Il faut vraiment qu'il y ait un gros souci pour qu'ils se déplacent et qu'ils fassent leur séance d'exorcisme et ils se sont sentis un peu touchés par l'histoire. Ils ont eu envie d'aider ces personnes parce qu'ils ont vu qu'il n'y avait pas de réponse, que les policiers trouvaient rien, que le médium avait rien fait non plus de spécial. Donc ils ont bien voulu y aller. Ils ont fait une bénédiction de la maison. Et à partir de là, plus rien dans la maison. Donc plus de phénomènes paranormaux, plus de sang, plus de bruit, plus rien. Alors ce qui met un doute sur la bénédiction, c'est qu'à ce moment-là aussi, Lucie Balmer et Jean-Marc Balmer ont décidé de déménager. Donc ils sont partis de la maison. Est-ce que les phénomènes paranormaux ont été stoppés grâce au prêtre? Ou est-ce que ça s'est stoppé quand Lucie Balmer et Jean-Marc Balmer ont quitté la maison? On sait pas. Ça se stoppe net, cette histoire, parce qu'il n'y a pas de suite. On sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a jamais eu de nouveaux phénomènes paranormaux dans la maison. La maison a été relouée derrière à d'autres personnes, elle a été achetée ensuite par quelqu'un d'autre. Ils n'ont jamais constaté de phénomènes paranormaux, il s'est jamais rien passé, pas de bruit, pas de sang, pas de porte de cave qui s'ouvre et qui se ferme. Rien de tout ça s'est reproduit après le départ de Lucie, donc ça c'est bizarre. Moi, ma théorie sur le sujet, c'est la même théorie que certains analystes que j'ai pu lire à propos de cette histoire. Les manifestations de l'entité, entre guillemets, sont liées avec Lucie Balmer. Tout viendrait d'elle parce qu'elle serait apparemment hyper réceptive à ça et ça, elle le savait pas avant que ça se déclenche là en fait. Ça reste néanmoins une histoire hyper bizarre, hyper étrange et hyper flippante. Surtout que c'est récent, c'est en France, c'est pas loin de chez nous. Ça a fait énormément parler, donc peut-être que tu connaissais déjà l'histoire et si tu la connaissais pas, je suis content de te la raconter. Moi, j'ai connu cette histoire parce qu'il y avait eu un reportage sur M6 qui en parlait. L'histoire sur M6, elle est exagérée à mort, c'est impressionnant, ils en ont rajouté des caisses quoi. Au jour d'aujourd'hui, je sais pas si Lucie Balmer et Jean-Marc Balmer vont bien, je sais pas si c'est encore en vie, je sais pas où ils habitent et je pense qu'ils ont envie qu'on les laisse tranquilles. Mais si j'avais l'occasion de pouvoir rencontrer cette personne pour faire une interview et avoir son avis, son histoire et qu'elle me la raconte, ce serait juste énorme, ça j'adorerais. En tout cas, moi j'ai adoré cette histoire, je la connaissais depuis longtemps et j'avais envie d'en faire une vidéo depuis un moment, donc là je l'ai faite. J'espère que cette histoire avec cette vidéo t'a plu comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air, à laisser un commentaire avec ton avis constructif. N'hésite pas également à t'abonner à ma chaîne YouTube, hein, c'est gratuit. Et sache que si tu t'abonnes pas, les murs de ta chambre pourraient saigner cette nuit. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye.